Comment vous voyez l'hypnose d'ailleurs? Moi je t'ai dit comment je la voyais l'hypnose. Ah oui, mais j'ai entendu. Souvent il y a une représentation de l'hypnose comme quelque chose d'assez intrusif, où quelqu'un est là dessus et va vous faire quelque chose que vous voulez ou que vous ne voulez pas en fait. En fait non, c'est pas ça. On va déjà parler, avant de parler complètement d'hypnose, de la place du soignant et de la place du soigné en fait. Là vous voyez c'est tiré d'une pièce de théâtre, c'est pas dans la vie réelle, mais c'est très représentatif de la façon qu'on a de soigner les gens, nous, manipulateurs radio. Pourquoi? Parce que la machine fait qu'on a une position très au-dessus, en fait, et que souvent, dans ce qu'on nous apprend, etc., on vous dit laissez-vous faire, faites-moi confiance, je vais vous manipuler. Est-ce que ça vous donne confiance, vous, quelqu'un qui vous dit je vais vous manipuler? Je suis manipulateur radio. C'est un nom, c'est le nom de mon métier, mais si je dis juste je suis manipulateur, vous allez vous dire bah, voilà. En hypnose, on nous apprend dans la position en fait, de la relation à avoir une position basse. Moi, la position basse, j'ai toujours un petit peu de mal avec ça. Par contre, avoir une position vraie, c'est toujours intéressant en fait. C'est-à-dire prendre la position comme je suis Frédéric Lemestre, je suis manipulateur radio, je fais de l'hypnose effectivement, mais je fais aussi du théâtre, je fais de la musique. Et prendre cette relation-là, en fait, montrer qui on est et l'humain qu'on est derrière le soignant, c'est toujours intéressant parce que nous, en fait, quand vous êtes sur la table de traitement, vous vous mettez à nu finalement. Et que si on n'accepte pas, nous, de se mettre un petit peu à nu, alors bien entendu pas en enlevant la blouse, c'est toujours plus compliqué d'entrer en relation en fait. Il faut savoir qui je suis et que j'ose montrer qui je suis pour que vous puissiez me montrer qui vous êtes exactement aussi. Et ça, dans l'hypnose, c'est très important parce qu'on a besoin en fait de ce lien, de cette mise en relation pour pouvoir avancer sereinement ensemble en fait. L'abandon de soi, le soignant sauveur, c'est souvent un petit peu ce qu'on a dans les représentations, c'est-à-dire que je suis là pour vous soigner, encore une fois, faites-moi confiance, etc. Je vais vous parler, plutôt que de vous raconter comme ça des trucs très théoriques, d'une histoire, d'une personne, d'une femme qu'on va appeler Olivia, qui a 47 ans, qui vient pour un cancer du sein, qui a 2 enfants, qui est mariée, et qui a arrêté son travail pour faire son traitement. La première fois que je la vois, Olivia, c'est à sa deuxième séance, et elle a une douleur très importante au niveau du sein. Et quand elle me parle, elle me dit je subis le traitement et j'ai l'impression de rentrer dans un grille-pain et de me faire griller en fait dans ce grille-pain tous les jours. Moi, d'un point de vue purement rationnel, en fait, j'aurais tendance à lui dire bah non, c'est un appareil de radiothérapie, vous venez pour vous soigner, en fait, vous ne subissez pas le traitement, vous venez vous faire soigner. Mais en fait, si je fais ça, je n'écoute pas Olivia. Olivia, pour elle, elle rentre dans un grille-pain et elle se fait griller, tout simplement. Donc j'accepte ça. Et la première chose à faire, c'est de dire, ça doit être vraiment dur, en fait, de venir tous les jours, de savoir que vous allez venir 33 fois, et de dire, je vais me faire griller, en fait, dans un grille-pain. Moi, si vous voulez, je peux vous aider à quelque chose, vous montrer un truc, pour vous faire sortir justement de ce grille-pain et faire en sorte que le traitement soit plus confortable pour vous. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Donc Olivia me dit oui, OK, pas de problème. Et on fixe d'abord un objectif. Parce que pour pouvoir établir une alliance thérapeutique forte, Bourdin et Luborsky ont montré qu'il fallait 3 choses. D'abord, l'accord sur un objectif, ensuite l'accord sur les moyens d'atteindre ces objectifs, et ensuite la relation affective. Alors ensuite, ça ne veut pas dire, c'est tout lié en fait, tout ça, et c'est très dynamique. C'est-à-dire que l'objectif ne va pas forcément être le même le lendemain que le jour même. Donc il faut s'adapter à ça, que les deux s'adaptent à ça, et entrer en lien. L'objectif d'Olivia, c'est d'abord la douleur. Parce que dès la deuxième séance, elle a une douleur qui est évaluée à 6. Donc 6, entre 0 et 10, c'est quand même assez important. Du coup, on attaque là-dessus. On est d'accord sur l'objectif. L'objectif, ça va être de diminuer la douleur. Olivia veut une douleur à 0. Moi, je lui dis, je ne sais pas si la douleur sera à 0. Par contre,
je sais que ça peut diminuer. Une technique d'hypnose, ça je passe. Vous connaissez Anton Mesmer? Alors pas Mesmer, le type qui fait faire la poule et tout ça. Hein. Anton Mesmer, c'est celui qui a développé l'hypnose au début, le magnétisme surtout. C'était un peu étrange, hein, il mettait des femmes dans des grands bacs avec des machines un peu magnétiques, c'était pour traiter l'hystérie, soi-disant, et il tournait autour, et les femmes tombaient en pamoison derrière. C'est le début de l'hypnose, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez directif. Aujourd'hui, on n'en est plus là, on est sur quelque chose de très permissif. Comment je fais pour que Olivia, en fait, puisse aller mieux? Une focalisation. Focalisation sur la main, parce que pour entrer en hypnose, il y a deux façons. C'est comme pour entrer en méditation, il y a la confusion ou la focalisation. Je la fais focaliser sur sa main, se concentrer, sans chercher à se concentrer sur la respiration ou quoi que ce soit, et je lui demande tout simplement d'attendre qu'il se passe quelque chose au niveau de cette main. Olivia croit fortement au coupeur de feu. C'est intéressant, donc j'utilise cette croyance en lui disant « vous pouvez vous-même vous couper le feu ». Elle sent un mouvement, elle met la main sur son sein, à 10 cm, et à partir de là, en fait, on va amener des suggestions de confort, des suggestions de protection, suivant l'objectif, justement, et elle sentira au fur et à mesure, en fait, que sa main bouge toute seule, là, comme là, que la douleur commence à diminuer, que le confort commence à s'installer. Très surprise, hein, forcément, parce qu'elle est debout. Hein. C'est-à-dire que quand je lui fais ça, elle n'est pas assise, pas allongée, elle est debout, active, et elle se met à bouger comme ça, et sa douleur commence à diminuer. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle me demande. Une fois qu'elle se rend compte que la douleur est descendue à 2, elle se dit mais comment ça marche, comment ça fonctionne? Donc je lui explique en fait que l'hypnose, c'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose qui va jouer au niveau du cerveau. Ça va activer et désactiver certaines zones, ça va moduler certaines zones de la douleur, certaines zones de la douleur purement sensorielle, mais également des représentations qu'on a de la douleur. Donc ça peut être très intéressant parce que justement ça joue sur toutes les composantes de la douleur. Mais pas que sur la douleur. Ça joue aussi sur l'agentivité. L'agentivité, c'est la façon qu'on a de se mettre en mouvement dans la vie, d'agir. Et Nicolas Magnier parlait tout à l'heure de ce mouvement, justement, de l'importance d'être acteur du traitement. Et pour moi, c'est ça le plus important par rapport à l'hypnose, c'est la mise en mouvement. Donc on a différentes indications. En radiothérapie, il y a les phobies, les crises d'angoisse, les douleurs positionnelles, parce que forcément quand on a les bras comme ça, on est d'accord, c'est pas très confortable, surtout après une opération, mais aussi les anxiétés, les insomnies, la gestion des douleurs chroniques, c'est très intéressant, et les effets secondaires de la radiothérapie. À ce titre, on va essayer de lancer une étude clinique pour voir justement si, objectivement, les effets secondaires de la radiothérapie, au niveau de la rougeur, mais au niveau aussi de l'œdème, de la douleur et de la qualité de vie, objectiver ça. Ce sera une des premières études qui sera lancée en France en tout cas. Les résultats. Alors là, oui, ici, là, ça n'est pas que pour le cancer du sein, c'est pour l'ensemble. Les phobies, c'est sur un ensemble de cancers. Il faut le corriger, il y en a deux patients avec qui ça n'a pas fonctionné. Et ça n'a pas fonctionné pourquoi? Pour un, parce qu'il ne voulait pas, et pour le deuxième, parce que je n'ai pas réussi à établir une alliance thérapeutique assez forte. Et ça, c'est vraiment super important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de l'hypnose avec quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Et dans les deux sens. C'est pas possible. Là, c'est vraiment de la médecine humaine, en fait. C'est quelque chose qui va obliger le soignant et le patient aussi à être humain. Donc on a des résultats assez spectaculaires dans l'amélioration en fait, des symptômes. Au-delà de l'amélioration de la qualité de vie, c'est très intéressant. Ah, ça c'est une question que j'aime beaucoup et qu'on me pose souvent. Parce que quand une personne arrive, elle me dit « j'ai pas envie de lâcher prise ».
Moi non plus. Moi non plus. Moi non plus, surtout que quand vous arrivez, là je parle aux patientes, vous êtes dans un combat. On ne lâche pas prise quand on est dans un combat. Il faut tenir en fait. C'est un peu comme un alpiniste. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'escalade, on grimpe comme ça. On grimpe. Et puis on arrive en tension et on est tendu. C'est comme quand on fait une conférence. Et on monte comme ça, et au bout d'un moment c'est fatigant en fait de toujours lutter. Si on lâche prise complètement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez réussi à monter un peu, vous tombez. Si par contre vous restez en tension tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Vous tombez. Donc en fait c'est réussir à trouver une maîtrise entre l'attention, et vous l'écrivez comme vous voulez, et le relâchement. Et l'hypnose permet ça justement, cette remise en mouvement entre l'attention et le relâchement. Et c'est vous qui maîtrisez ça. C'est pas l'opérateur, c'est pas le soignant. C'est les femmes que vous êtes, en fait, tout simplement, qui maîtrisent ça. Vous allez où vous voulez. Et le tout est de se mettre d'accord sur où est-ce que vous voulez aller. Alors aujourd'hui, c'est ça. Donc on ne peut pas généraliser parce qu'on n'a pas assez d'effectifs pour pouvoir le faire. Mais l'Institut Bergonié a envie de faire en sorte de proposer ça et de généraliser. Donc c'est généraliser la proposition de prise en charge par l'hypnose. C'est un choix. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. Sensibiliser l'ensemble du personnel à la communication hypnotique pour pouvoir justement arrêter de prendre en charge des patientes qui viennent se faire soigner, mais plutôt aider des femmes à se soigner. Parce que c'est vous qui vous soignez. Ça j'aime bien, c'est philosophique. Mais j'en dirai rien. Merci à vous.